L'environnement, évidemment, ça nous concerne tous, on en parle souvent. Voilà, beaucoup de voyageurs se posent la question, mais aussi ceux qui les accueillent aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie, du tourisme. On se pose beaucoup la question de comment faire pour avoir un impact positif sur l'environnement, comment maîtriser l'impact du tourisme sur l'environnement et le bien-être dans des situations, des destinations qui sont bien souvent saturées. On l'a évoqué tout à l'heure avec le précédent panel. Et pour discuter de tous ces thèmes passionnants, je vous demande d'accueillir 3 intervenants. Alors Constance Hucken-Dubler, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bienvenue Constance, je vous en prie. Installez-vous, vous êtes directrice des contenus de formation chez SKET. Guillaume Cromer, directeur de ID Tourisme. C'est lui qui va leader ce panel. Et enfin, Marie-Antoinette Maupertuis, je vous en prie. Marie-Antoinette qui est présidente de l'Agence du tourisme de la Corse. Et j'en ai oublié un 4e, je suis vraiment confuse, c'est Paul Arsenault. Vous êtes EP Innovation, chez MT-Lab et titulaire de la chaire de tourisme Transat. C'est bien, ça sonne bien ça. Directeur du réseau de veille en tourisme, vous avez le titre le plus long du monde et professeur département de marketing ESG chez UQAM. Et je vous laisse le soin d'expliquer tout ça parce que je dois m'en aller. Mais soyez les bienvenus sur la scène de Dean Today's et bon débat à tous en tout cas. Au plaisir. Merci. On a un vaste sujet à traiter qui est le sujet de tout ce qui est destination hyper saturée. Je pense que vous avez tous entendu parler d'over-tourisme, de surtourisme. Donc, vaste sujet à traiter. On va commencer, alors on va volontairement un peu prendre le contre-pied parce que c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Je vais commencer par une question assez large, surtout à Paul et Guillaume. Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que finalement on n'en fait pas trop? Et pour vous, est-ce qu'on a intérêt à le traiter ou pas? Vrai ou faux sujet, pour ceux qui le vivent, logiquement, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, il y a une espèce de paradoxe fabuleux. L'industrie du tourisme est celle qui dépense le plus en marketing et en promotion. Et après ça, on s'étonne qu'il y ait des gens qui répondent à nos promotions, mais on fait, ils sont trop nombreux, retournez chez vous. C'est un délire le plus absolu. Je crois qu'il y a malheureusement dans la question un projet qui est à la fois politique et médiatique. Je crois que la présence réelle de flux touristiques en certaines périodes, dans certaines zones, est un réel problème, mais le problème peut être réglé facilement par une régulation, une réglementation, une conception en amont des flux et une façon d'y répondre avec toutes sortes de solutions, qu'elles soient numériques, par comment on peut, sur un même territoire, développer et faire en sorte que les flux ne soient pas concentrés. Donc, ça, c'est la réponse facile. La réponse qui est moins facile et qui est ennuyeuse, et ce que j'ai vu surtout avec un regard nord-américain sur la réalité européenne, c'est que dans ce discours-là de trop de touristes, j'entends parfois malheureusement, puis excusez le discours que j'aurai, mais ces gens-là seraient mieux chez eux que chez nous. Et il y a peut-être une certaine forme, je dirais, de xénophobie latente en disant, ben, on ne se retrouve plus chez nous, c'était plus agréable avant, etc. Et ça témoigne, à mon avis, d'un problème de destination entre l'industrie du tourisme et les gens qu'on invite et la population, la communauté. J'ai donc utilisé le terme, on parle beaucoup de tourismophobie. Il ne faut pas que la tourismophobie devienne une touristophobie. Et ça serait une erreur, parce que les touristes qui débarquent sur un territoire n'arrivent pas par hasard. Excuse-moi, c'est une très longue réponse, mais l'exemple qu'on entend parler, nous, en Amérique du Nord, toujours, c'est Barcelone. Barcelone, sur les 100 villes les plus fréquentées de la planète, d'un point de vue touristique, est en 28e position. Alors, comment se fait-il que dans les 27 premières, il n'y a aucun problème, et dans les 29e à les suivantes, il n'y a pas de problème non plus? Donc, il y a visiblement là quelque chose dans la gestion de la vie municipale qui n'a pas fonctionné. Barcelone, pendant 30 ans, a investi de façon colossale dans un marketing, dans un développement, dans aller chercher des Jeux olympiques en 92, a donc développé sa trame hôtelière, sa trame de restauration, les attraits, le port de mer, l'aéroport, les low cost. Et là, on arrive en 2017 en disant « Oh, ben là, il y a trop de monde, retournez chez vous ». C'est un paradoxe assez incroyable et ce n'est pas la bonne solution. Il y a moyen de souhaiter la bienvenue aux touristes en régulant les flux et non pas en... Et ce qui s'est passé à Barcelone, c'est que les groupes de gauche anarchistes, effectivement, s'en prennent aux autocars. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une bonne idée. C'était la réponse simple. Heureusement que c'était la réponse simple. Voilà. Okay. Je vais y aller, merci. Ah, c'est les Québécois. Cette question, elle est assez compliquée. Pour revenir à ce que tu disais, Constance, c'est vrai que
Laurent Cash disait dans un article il y a 1 an et demi qu'on en fait trop, on en parle beaucoup trop en fait de cet over-tourisme, de cette tourismophobie. Et c'est vrai que pourquoi on en parle beaucoup, c'est parce que les problèmes, ils n'ont pas été anticipés par les politiques locales en disant, limite, on n'a pas anticipé le fait que nos campagnes de com et de promo et de développement de lits touristiques sur notre territoire, ça allait marcher en fait. Donc tu te dis, c'est quand même bizarre. Donc on est plus aujourd'hui dans la réaction en fait, en se disant, bon, maintenant il faut gérer les flux parce qu'on a trop de monde, alors que c'est juste des politiques touristiques qui doivent se manager correctement pour après se dire, bon, si nos politiques de développement touristique et de promotion touristique fonctionnent, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Et qu'on anticipe les conséquences des choses qu'on veut rédiger dans les schémas directeurs de développement touristique, quoi. On l'écrit, donc derrière, à un moment donné, on devrait anticiper les conséquences à entreprendre derrière, quoi. Nous, en tant que consultants, on fait des fiches actions sur des schémas directeurs, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une ligne dans les fiches actions en disant qu'est-ce qu'on fait si ça marche vraiment ? Parce que ça va créer en fait peut-être des impacts négatifs à un moment donné. C'est vrai qu'on ne le fait pas, ça, mais on pourrait peut-être l'intégrer, quoi. Ce serait notre responsabilité en tant que consultant aussi, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est la responsabilité côté consultant, côté institutionnel, mais aussi côté de tous les acteurs du tourisme. C'est-à-dire qu'on va avoir les TO, on va avoir aussi les réceptifs. Marie-Antoinette, peut-être que sur l'exemple Corse, vous pouvez témoigner justement sur la partie institutionnelle de ce qui a été mis en place et de comment justement vous arrivez à gérer et à anticiper sans forcément justement faire de communication, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin de communication justement pour attirer les gens dans votre zone. Oui, alors moi je suis là pour présenter l'expérience de l'élu qui essaye de mettre en place et d'opérationnaliser une feuille de route de tourisme, d'un tourisme durable pour une destination qui est une île, donc déjà, qui est particulière, et qui accueille aujourd'hui 3,2 millions de personnes, 2,7 millions d'ailleurs sur 3 mois, avec une concentration, une saisonnalité qui est très forte, sur un territoire qui est très contraint. Avec une attractivité qui est fondée essentiellement sur des actifs naturels, c'est-à-dire un patrimoine naturel d'exception, très diversifié, qui est très connu dans le monde entier, où a priori il n'y a pas besoin non plus de grandes campagnes de promotion pour savoir que ça existe. Moi, où que j'aille dans le monde, on me dit « Ah, c'est l'île de beauté », ou autrement on me dit « Napoléon est né là », comme Napoléon est la deuxième personne la plus connue après le Christ. Donc vous voyez tout de suite que la promo, elle est vite faite. Mais quand même, aujourd'hui, on a une responsabilité très très forte parce que la campagne de promotion doit être orientée d'une certaine manière. La question n'est pas de faire venir du monde, la question est de faire venir du monde au-delà du pic saisonnier, bien évidemment, et puis également de faire une transition écologique dans laquelle on inclut tous les acteurs du dispositif. Aujourd'hui, le challenge en matière de fréquentation pour la Corse, c'est que nous avons des acteurs multiples. Donc moi, je suis présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, c'est-à-dire l'acteur institutionnel, pour le dire simplement, la région. Mais concomitamment, vous avez les intercommunalités, le parc naturel régional, un peu comme partout, et les gestionnaires de sites. Et l'idée, c'est véritablement d'avoir une gestion des flux, d'anticiper, mais aussi, comme le disait Guillaume, mais aussi d'être en capacité de se réadapter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des sites qui sont surfréquentés, très fréquentés, et nous en avons bien évidemment, il est impératif d'avoir des outils qui permettent de redéployer les flux très rapidement. Donc je dirais que dans la méthode nouvelle que nous mettons en place, c'est une démarche systémique. On ne peut pas travailler sur un site sans se poser la question de comment on redéploie ailleurs ou pas, sans s'être préoccupé évidemment de la capacité de charge sur les autres sites. Donc une gestion globale, systémique, une gestion pluridisciplinaire qui inclut forcément les offreurs du tourisme, c'est-à-dire les acteurs qui sont aussi des ambassadeurs du tourisme durable, mais également le touriste lui-même. C'est-à-dire qu'il est acteur aussi de son expérience. Et nous sommes en train de créer un lab, pas pour créer un énième lab, mais pour que le touriste qui arrive en Corse comprenne les enjeux de son impact environnemental, les enjeux de son impact aussi sur la société insulaire. Pas de tourismophobie pour l'instant sur la Corse,
pas d'action. On peut être réputé pour être des gens très réactifs en général. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et nous en sommes très contents, bien évidemment, et ce n'est pas souhaitable. Mais nous sommes quand même en alerte, bien évidemment. Et il y a aussi quand même la nécessité d'avoir de nouveaux outils. Et c'est pour ça que nous sommes à In2Days, des outils numériques pour l'observation et le suivi. Bien évidemment, alors les applis, je sais qu'hier il y avait Fluvision, mais différentes choses, des capteurs, des drones, etc. Nous sommes en train d'expérimenter ce genre de choses et de le mettre en place avec l'Office de l'environnement de la Corse, mais aussi des outils, des enquêtes, c'est-à-dire des enquêtes sociétales. Par exemple, sur l'acceptabilité par les résidents du tourisme. Je crois que c'est important aussi d'entendre et d'écouter une population. Il y a des marqueurs, il y a des choses qui remontent et sur lesquelles il faut être vigilant aussi. Voilà, on n'est pas dans la tourismophobie, mais on se doit de surveiller les impacts environnementaux et on se doit aussi de surveiller ce qui traîne dans l'air du temps. Et ce que vous disiez tout à l'heure, un certain nombre de choses qui se disent. Et ces éléments-là doivent être, ces signaux, ces marqueurs doivent être intégrés dans une stratégie et toute la responsabilité de l'acteur public que nous sommes à l'Agence du tourisme de la Corse, c'est de prendre en compte ces signaux-là. C'est très important. La responsabilité, elle est là, mais c'est vrai qu'elle peut être partout aussi, puisque le voyageur est responsable, vous l'avez dit. On peut se poser la question aussi de savoir si les acteurs de l'outgoing, tels que les tour opérateurs qui vont envoyer en masse, entre guillemets, des touristes sur des destis, vont pas l'être à un moment donné. Si on en parlait tout à l'heure, tous les gens qui vont influencer aussi les gens à partir sur telle destination ou autre vont pas influencer. J'aimerais bien avoir vos points de vue là-dessus sur comment justement cette industrie touristique, elle pourrait faire pour influencer correctement et peut-être rediriger les gens vers des destinations qui seraient moins saturées ou les faire consommer différemment peut-être. Forcément, les théos ont un rôle, les influenceurs, les blogueurs ont un rôle. Certains se posent, il y a de plus en plus d'articles des blogueurs voyage aujourd'hui sur leur responsabilité par rapport à ça. Est-ce que derrière, en fait, quand on va leur proposer une OP blogueur en fait, à Barcelone, est-ce qu'ils vont participer en fait, à la saturation encore plus d'une destination qui est déjà beaucoup trop saturée? Donc, ils ont un rôle, mais après... Derrière ça, il y a quand même une politique touristique et un organisme en fait, qui gère cette relation avec ces acteurs-là. Et donc, à partir de là, quand nous, on discute en fait, avec les politiques locales, ils posent toujours en fait, une ambition de croissance touristique. En disant, nous, on veut plus 3% de touristes sur notre territoire par an pendant 5 ans. Mais au bout d'un moment, en fait, ce plus de croissance chaque année, ça va jusqu'à où ? Tu vois, au bout d'un moment, il y a quand même, c'est logique qu'on a une saturation parce que plus, ça amène forcément dans un espèce de mur où les gens, ils ont un peu marre, quoi. Donc la logique, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que soit on change notre regard en fait sur la croissance, et limite, c'est pas que dans le tourisme, mais bon, j'ai déjà écrit des choses là-dessus, donc vous savez bien que c'est un peu un gros sujet pour moi. Ou est-ce que derrière, en fait, on redéfinit la notion de performance touristique et on intègre peut-être des externalités sociales, environnementales là-dedans et qu'on se pose des vraies questions? Parce que si derrière, en fait, on change de paradigme, on va peut-être penser différemment les actions qui vont être enclenchées derrière, en fait, les ambitions lancées par les élus, quoi. Si derrière, on dit, moi, je veux améliorer surtout en fait, la performance durable de ma destination. Je ne vais pas juste regarder le nombre de touristes ou les retombées économiques, mais je vais penser différemment et je vais lancer des actions qui seront un peu différentes. Oui. Donc, je pense que tout démarre de là quand même, quoi. Je crois, je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis, Guillaume. Je pense qu'il y a un problème fondamental, qu'on surestime le pouvoir des institutionnels et des tour opérateurs sur la croissance des flux touristiques. La réalité, c'est qu'il y a une croissance de la population mondiale. Quand je suis né en 1968, on était 5,5-6 milliards de personnes sur la planète. 50 ans plus tard, on est 2,5 milliards de plus. Il y a probablement des choses, et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire de la communication. La Corse, c'est la Corse. Il y a plus de gens sur la planète et plus de ménages de la classe moyenne. Nécessairement, il y aura plus de gens. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est de penser le visiteur, le touriste, comme une espèce de personne attardée, qu'on met dans un container et on dit, et les politiques disent, on en prend 3% de plus. Vous nous envoyez 2 bateaux avec 6 000 touristes de plus, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ceux-là, vous les remettez dans le container, vous les retournez. C'est ridicule, c'est ridicule. Il y a une espèce, j'ai déjà parlé de ça, une danse de la pluie, parce qu'on imagine qu'on a fait des trucs, qu'il y avait une politique et que les touristes qui viennent de Turquie, qui viennent d'Espagne et qui viennent du Canada obéissent à
à vos implications et pouf, ils arrivent. Donc, cette idée du voyageur qui le sait, qui écoute le blogueur, l'influenceur, qui se fait une tête, c'est une personne donc qui est mobile, qui est intelligente, qui est scolarisée, qui a déjà voyagé, qui voyage plusieurs fois, c'est ça le profil du touriste. Alors, d'imaginer qu'on peut le contraindre. Mais il n'est pas fou en même temps, le touriste. C'est pas intéressant d'aller en Corse sur le GR20 si c'est devenu une autoroute. Il le sait, il est capable de lire, il a lu sur TripAdvisor, il a lu sur le Lonely Planet, il a vu en ligne les commentaires que de telle date à telle date, c'était pas jouable et que ça serait préférable de le faire en septembre. Donc, on se donne une trop grande importance sur la capacité qu'on a à attirer, donc le marketing, mais ce que nous avons réellement, et c'est ce que tu disais, Guillaume, et ce que vous avez dit, madame, également, il y a une possibilité de réguler, il y a une façon de comprendre et de partager, non pas dans une communication, qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Mais on donnait l'exemple de Venise. Moi, les gens disent Venise, oh, les paquebots, c'est horrible. Un paquebot est cédulé et programmé 1 an à l'avance. Il ne débarque pas un matin dans la lagune avec 5000 personnes en disant « Oh, quelle surprise! » Les gens... C'était connu. C'était, je veux dire, le droit de s'amarrer au port, au quai à côté de la place Saint-Marc. Ça n'arrive pas par hasard, quand même. Et c'est les administrations municipales qui les font venir, qui acceptent pour l'appât du gain. Donc, arrêtons de diaboliser et de faire d'un imbécile notre visiteur. Et à partir du moment où on va le prendre avec intelligence, ce qu'il est par définition, pas toujours, mais en général, oui, et là, on va faire une réelle différence. Mais on n'est pas des victimes d'un système qui nous amène des gens qu'on ne veut pas voir venir. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Mais sur ton exemple du GR20 est intéressant parce que c'est vrai que moi, en tant que randonneur, je sais très bien qu'il y a des endroits où je ne vais pas aller parce que je sais qu'il y a trop de monde et que c'est pas agréable et on ne veut pas faire la queue en fait sur le GR20 en août, quoi, par exemple. Et est-ce qu'il y aurait presque une main invisible, au final, comme en économie, qui fait que les gens vont s'auto-réguler parce qu'ils disent bon, « je ne vais pas aller là-bas, je sais qu'il y a trop de monde », parce qu'en fait, des gens vont faire des reviews online en disant « ouais, à cette période, n'y allez pas, c'est vraiment pas bien, etc. » Donc en fait, il y a une espèce de main invisible comme ça qui régule un peu. Et donc il y a ça, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait des politiques qui soient derrière gérées et contrôlées et qu'on dise voilà. Par exemple, le nombre de lits touristiques sur un territoire. Exactement. Par exemple, je pense qu'on va arriver sur le Airbnb aussi, mais c'est des vrais sujets, quoi. Et que ce soit au niveau individuel et au niveau groupe aussi, parce que c'est vrai qu'en individuel, on peut, entre guillemets, s'autoréguler. Et par contre, au niveau groupe, et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Paul, en parlant de bateaux, il y a aussi tout le monde des croisiéristes qui envoie un énorme nombre de voyageurs d'un coup sur une destination. Donc c'est comment aussi on arrive à gérer ces groupes, gérer ces individuels, quitte à revoir peut-être des saisonnalités pour réguler ces flux-là. Moi, si je puis me permettre, effectivement, c'est pas qu'une question de demande, c'est aussi qu'est-ce qu'on offre, ce que l'on offre. Donc, les croisiéristes, effectivement, ils débarquent pas un matin, comme tu le disais il y a un instant, comme ça. Les croisiéristes, il y a les chambres de commerce qui font des campagnes pour que les croisiéristes arrivent, pour que les low-cost arrivent, etc., etc. Donc, il faut effectivement qu'il y ait une puissance publique qui soit en capacité de fixer une ligne et un objectif. Nous, on a fait le choix aujourd'hui d'un tourisme durable parce que sinon, on sait très bien qu'à terme, on va tuer la poule aux œufs d'or, d'une part, sur un plan strictement économique, et que d'autre part, sur un plan environnemental, nous sommes très soucieux, et nous l'avons toujours démontré, de la protection de notre environnement et que nous voulons le conserver en termes, je dirais, de sentiments éthiques et écologiques, pas seulement économiques. Donc, partant de là, à partir du moment où le politique fixe une ligne, je ne dis pas que tout le monde va se mettre derrière et que tout le monde est d'accord, loin de là, même si on est assis sur une forte majorité démocratiquement élue. Mais on est quand même en mesure, le politique, de donner une ligne. Pour ce qui est de la Corse, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'être une destination durable. Alors, nous sommes une région, certes, avec un peu plus de pouvoir décisionnel que d'autres régions, mais pour autant, par exemple, il n'y a pas une fiscalité propre. Je ne peux pas mettre en place une fiscalité touristique spécifique au-delà de la taxe de séjour qui existe déjà et qui d'ailleurs est communale et n'est pas régionale. Mais par contre, on a voulu, par exemple, nous avons 28 000 camping-cars qui arrivent sur la Corse tous les ans. Il y a un quart d'entre eux qui vont dans des campings. Les autres sont dans la nature. Les autres sont dans la nature et tout le monde fait l'autruche depuis des années sans se préoccuper de savoir où ces braves gens prennent les douches, font pipi, font caca. Voilà. Donc on ne se pose pas la question. Il faut être très, très concret. À un moment donné, un touriste, c'est quelqu'un qui n'est pas chez lui, par définition. Moi, je suis touriste aujourd'hui, je suis à Cannes, tourisme professionnel, tourisme d'affaires. Je veux dire, je fonctionne ici.
Donc le touriste fonctionne en Corse pour une durée de 10 jours. Il faut se poser la question de son impact environnemental. Et ça, c'est au public, à la puissance publique de se poser cette question-là et de mettre en place les dispositifs qu'il faut. En termes de promotion, de marketing, mais surtout de développement, c'est-à-dire d'offres, de produits touristiques, eh bien, c'est à nous, effectivement, à créer les produits qui font qu'une clientèle va se reconnaître dans cette destination, dans cette expérience. Et là, on va provoquer ce qu'on appelle un accord volontaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient sur un territoire, qui va aujourd'hui, par exemple, au Costa Rica, qui est considéré comme une destination de tourisme durable dans le monde, une des premières au monde. Et là, le touriste se comporte d'une certaine manière. Il y en a un ou deux qui vont faire les zigotos sur le GR20, mais ça ne sera pas le gros des troupes. Voilà. Donc, et il y a une forme d'autorégulation. Mais sauf que, déjà en amont, le résident, comme l'élu ou comme l'association, peu importe, en tout cas les acteurs locaux, doivent déjà fixer un cap et montrer vers quel type de qualité de vie nous voulons, pour la destination. Moi, je crois que ça relève d'une responsabilité fortement politique. Parce qu'ensuite, effectivement, sans être en planification centralisée, moi je ne le souhaite absolument pas, si on fixe ce cadre général, le comportement des acteurs ensuite s'adapte quand même à ce cadre général. Malheureusement, je n'ai pas tous les outils à ma disposition, par exemple en matière de fiscalité incitative, mais on peut très bien inciter à se comporter de telle ou telle manière sur un territoire donné. Et puis encore une fois, le tourisme, c'est une expérience. Il y a un effet foule qui existe. Effectivement, à un moment donné, vous avez du monde sur la plage, vous n'avez plus envie d'aller sur cette plage. Donc, il y a des mécanismes, tu as raison, autorégulateurs qui jouent, mais néanmoins, on doit fixer un cap. Je crois que ça, c'est très, très important. Je trouve ça rafraîchissant ce que vous dites parce qu'il y a une réponse. Je pense que vous avez raison de dire à toute problématique humaine, à toute externalité, il y a des réponses possibles. Il y a moyen de réguler, réglementer, légiférer ou d'avoir une action publique en amont et en aval. Et c'est rafraîchissant. J'ai été appelé... on parlait tout à l'heure qu'il y a un projet politique. Donc, il y a vraiment une réponse politique qui doit être amenée à cette réalité de flux qui sont fluctuants, c'est le cas de le dire. Un journaliste de Radio-Canada m'appelle l'été dernier. Michel Marcellet, qu'il s'appelle, pour ceux qui écoutent Radio-Canada. Il me dit, « Monsieur Arsenault, j'appelle sur le surtourisme. » Je dis, « Oui, vous n'êtes pas le premier. Donc, c'est un problème. Comment on le règle? » Je dis, « Monsieur Marcellet, comment vous arrivez à la conclusion que c'est un problème? » Mais là, il me dit, « Ben oui, Barcelone, Venise, Amsterdam. » J'ai dit, « OK, ça, je savais. J'aurais pu vous dire à la place que c'était les trois exemples que vous allez me donner. » J'ai dit, une fois qu'on a dit ça, pour vous, donc, c'est une vérité absolue, connue, qu'il y a actuellement, aujourd'hui, depuis 2018, trop de touristes sur la planète. Il dit, oui, c'est à peu près ça. J'ai dit, Monsieur Marcellet, juste pour rigoler, vous êtes Montréalais, vous êtes Nord-Américain, donnez-moi une seule destination, fragile ou pas, insulaire ou pas, en Amérique du Nord, où il y aurait trop de touristes actuellement. Et il y a un silence. Il n'y en a pas. C'est une création. Les médias se nourrissent de l'autre, de l'autre, de l'autre. Moi, chaque fois qu'on m'appelle comme spécialiste, je dis, moi, ça fait 30 ans que j'étudie le tourisme. Hein, vous êtes en faculté aussi. On aurait entendu parler s'il y avait un réel problème de cette nature-là. Et on est l'industrie, le tourisme, la plus autoflagellante que j'ai jamais vue. Hein? On travaille à augmenter les flux touristiques et une fois que ça arrive, on fait comme « Oh mon Dieu, on n'aurait pas dû, on est méchant, on n'est pas... » Est-ce qu'on voit ça dans nos amis les transporteurs? Est-ce qu'on voit ça dans l'aérien? Est-ce qu'on voit ça dans les constructeurs automobiles? Est-ce qu'on voit ça avec les... nous, au Canada, hein, on est... le durable, c'est important. Notre premier ministre, Justin Trudeau, il est beau, il a dit c'est important, le Canada va faire une différence. Et il y a un problème avec les sables bitumineux qui sont la pire source d'émissions de GES. Et le gouvernement canadien a racheté un pipeline pour 4,5 milliards de dollars. Alors bravo, d'un côté, on est, mais de l'autre. Le problème, il est là. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de cohérence, parfois dans l'action publique, qui va blâmer le touriste plutôt que de blâmer son inaction ou son incurie. Et de la même chose avec des journalistes qui sont trop heureux d'entendre que, finalement, les touristes, on était mieux sans eux. Et ça se nourrit tout seul, cette bête-là. C'est fabuleux comment ça se nourrit. Et on devrait être les premiers à dire « Oh, 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 stop! » Et je pense que nous sommes tous d'accord avec des perspectives, toi, de développement durable, de gestion d'une destination et de nous, je ne sais pas trop pourquoi.
C'est vrai qu'il y a un vrai effet pervers parce que quand on part de la base du voyage et du tourisme, l'objectif c'est de partir, d'aller découvrir l'autre, de découvrir une destination, de partager. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement l'inverse, où on est presque dans du racisme et de la xénophobie de l'autre, qui est complètement le contraire de ce que doit être un voyage. Donc c'est vrai qu'on arrive à un effet qui est complètement pervers et qui, je pense, dans l'industrie, que ce soit pour tout le monde, à un moment donné fait mal parce que je pense que pour toute personne qui travaille dans le tourisme, à un moment donné, ils bossent pour justement une notion de partage et de découverte de l'autre. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un aspect médiatique qui ne va pas toujours aider. Moi, je crois qu'il faut surtout retenir que, quelle que soit l'activité humaine, économique, de nature économique, touristique, on a un impact déjà sur notre environnement naturel. Où que ce soit, quoi que ce soit, c'est comme ça. Ensuite, la deuxième chose, on a un impact, à partir du moment où il y a des flux importants, on a un impact sur la qualité de vie des résidents. Je veux dire, moi, lorsque je vais sur Paris pour bosser, j'ai un impact de vie, effectivement, j'ai un impact sur la qualité de vie du résident aussi. Donc, il faut avoir en tête ces choses-là. Mais ensuite, aussi, il faut que, notamment, les outils d'observation et les outils d'analyse évoluent. Dans le domaine, puisqu'on parle de l'acceptabilité du tourisme, on s'est beaucoup préoccupé de la question environnementale, on s'est peu préoccupé de l'acceptabilité par les résidents. C'est vrai que dans certaines destinations, et Cannes est bien placé également, dans ce domaine-là, on sait très bien que ça a un impact sur le prix des loyers, la spéculation foncière, l'accès au logement, etc., etc. La qualité de vie au quotidien. Vous êtes dans les Cinque Terre et du matin au soir, vous entendez la douce musique que vous avez, c'est pas la ritournelle italienne, c'est les trolleys, nos carapaces, le tortue que nous sommes tous, nous traînons nos valises. Et moi, hier soir, c'était pareil dans les rues de Cannes. Donc, vous avez les valises, le bruit des valises qui roulent. Bon, c'est quand même en ambiance sonore, c'est pas terrible, hein. Voilà, il faut bien le dire. Donc, ce sentiment ce ressenti de pression, ce ressenti d'envahissement, il faut l'entendre, bien évidemment, il faut l'entendre. Et on dépasse certains seuils en certains endroits. Mais en même temps, il faut être en capacité de nuancer les choses, parce que je suis d'accord, on monte cela en épingle, mais en même temps, nous avons fait une enquête sur une micro-région de Corse il y a très peu de temps, sur le ressenti des résidents. Donc c'est la Balagne, je ne sais pas si certains connaissent, c'est l'île Rousse, Calvi, au nord-ouest de la Corse. On a interrogé les résidents. Beaucoup vivent du tourisme, donc ils vont vous dire que non, c'est bien le tourisme, c'est plutôt bien. Donc on a fait des typologies et puis on s'aperçoit qu'effectivement il y a des gens qui ne sont pas contents, mais en même temps ils objectivent leur mécontentement. Je ne suis pas content parce qu'il y a la musique jusqu'à 4h du matin, par exemple. Mais ce genre de choses-là, ça se régule. Ce genre de choses-là, le maire peut faire quelque chose. Ce genre de choses-là, la région peut intervenir. Donc, je dirais que la tourismophobie, comme d'autres phénomènes, à un moment donné, c'est aussi le ressenti et la conjonction d'un certain nombre de mal-être qui ressortent par ce canal-là. Je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, ou de la psychologie sociale, mais à un moment donné, effectivement, il faut entendre le message, il faut comprendre, et surtout, nous devons avoir des méthodes d'approche contemporaines, modernes, qui nous permettent de bien capter ce ressenti-là. Je crois que c'est très, très important. Une destination qui, c'est vrai, est overbookée depuis maintenant 40 ans, c'est les Baléares. Vous connaissez les Baléares? Impact environnemental catastrophique, urbanistique, esthétique, impact aussi sociétal. Aux Baléares, effectivement, vous avez 13 millions de touristes pour un peu plus d'1 million d'habitants. Donc, et c'est quasiment toute l'année, c'est du non-stop, sur un espace qui est très, très réduit. Donc, les Baléares, il y a 15 ans, sous la pression d'ailleurs des touristes allemands qui sont pro-environnementaux. Ce n'est pas les gens des Baléares, ce sont les touristes allemands qui ont dit « Attendez, nous, on ne vient plus si vous ne triez pas les déchets. Nous, on ne vient plus s'il continue à y avoir du bruit jusqu'à 4h du matin. » Parce que les Allemands, ils vont se coucher tranquilles, ils mangent à 7h, à 10h, ils sont au lit et ils dorment. Donc, nous, on ne peut pas dormir, donc on ne vient plus. Et là, les autorités des Baléares ont changé de braquet. C'est-à-dire qu'on a mis en place un agenda 21, on a mis en place de la destruction d'hôtels le long du littoral, on a fait de la réhabilitation, etc. etc. Un centre de tri des déchets de technologie allemande d'ailleurs, un des plus performants au monde. Donc, et les Baléares ont eu une stratégie environnementale bien plus développée que la stratégie de la Corse avant mon élection, parce qu'ils ont compris
qu'ils allaient dans le mur. Donc, on est en capacité aujourd'hui, le politique est en capacité, avec l'aide des consultants, des gestionnaires, des scientifiques, de fixer un cadre et une ligne. Et après, dans ce cadre et au regard de ces objectifs et de ces valeurs communes que l'on veut défendre, effectivement, là, que ce soit les producteurs du tourisme, les offreurs et le consommateur lui-même, eh bien, il sait ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et les choses s'autorégulent. Je crois que nous devons tenir compte aussi d'un élément important, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il ne peut pas y avoir de modèle. Pourquoi ? Parce que chaque destination, et heureusement, est spécifique. Et ce qui est valable sur un territoire, en un lieu donné, n'est pas valable ailleurs. Donc on ne peut pas récupérer des recettes qui ont fonctionné à tel endroit, comme dans l'industrie, par exemple, on récupérerait un brevet et on l'applique dans telle industrie. Ce n'est pas possible en tourisme. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'humains. Il s'agit de rencontres entre les individus. Il s'agit d'expériences, bonnes ou mauvaises. Et par conséquent, il faut arriver à trouver un modèle touristique adapté à une situation donnée, à un patrimoine donné, à des valeurs communes. Et ça se décide par l'ensemble, avec le jeu de l'ensemble des parties prenantes, dans un projet véritablement de tourisme durable. Non, mais c'est clair. Vous avez tout dit. Moi, j'avais une réflexion pour élargir encore un peu ce sujet-là, parce qu'on parle de surfréquentation touristique au final. Est-ce qu'au niveau mondial, on vient de dépasser les 1,4 milliard de touristes internationaux en 2018, 2 ans d'avance selon les prévisions de l'OMT. IATA, donc l'association du transport aérien, nous dit on va doubler le nombre de passagers aériens en 2037, on va passer à 8,2 milliards de personnes. Est-ce que la surfréquentation touristique, elle n'est pas à cette échelle-là aussi, en disant... Parce que l'impact climatique derrière tout ça, il est de plus en plus énorme, quoi. Et est-ce que le problème, il n'est pas là, au final ? Le problème, c'est ce que je disais au début, c'est un problème de démographie. Il y a trop de monde sur la planète. C'est pas le tourisme le problème, c'est le nombre d'humains sur la planète. Et je ne sais pas si tu as entendu, nos amis chinois sont en panique à 1,4 milliard d'habitants. Là, ils ont rendu compte qu'il y avait un déclin démographique qu'ils devaient renverser. Donc, les Chinois aspirent à dépasser de 1,4 milliard le plus rapidement possible. C'est intenable. Sur la seule région, effectivement, Asie-Pacifique, la moitié de la population humaine est concentrée dans un territoire qui fait quoi, 7 peut-être de tout le territoire habité. Il y a un problème de régulation qui va être beaucoup plus important. Et le jour où le tourisme sera réellement un problème, la civilisation humaine sera en train de disparaître, tout simplement. L'autre point que je serais curieux de t'entendre aussi, parce qu'on parlait de la régulation, puis on a quelques secondes à peine, je crois, pour terminer. Airbnb, et je sais que ça te touche beaucoup. Et je vais donner un exemple, parce que c'est intéressant de parler. Le gouvernement québécois a décidé de faire la gestion du Airbnb via le ministère du Revenu, l'Agence du revenu du Québec. Donc, c'est le fisc qui a le pouvoir de superviser, d'enquêter et de donner des avis d'infraction pour les gens qui loueraient de façon illégale. Donc, c'est fabuleux. En partant, vous ne voulez pas déplaire au ministère du Revenu. C'est pas une bonne idée. Et du même coup, les villes et les arrondissements limitent le nombre de permis qui peut être donné sur le Airbnb. Et je trouve que c'est un exemple parce qu'on dit, hein, c'est comme c'était un développement qui était complètement hors de contrôle. Et pourtant, encore une fois, par une régulation, on est capable de façon très simple de régler ce problème-là et de l'encadrer pour faire en sorte qu'une personne qui voudrait pendant 2 semaines laisser sa maison ou son logement puisse le faire, ce qui est tout à fait légitime. Et il y a une personne qui part, une personne qui prend le logement, tout le monde est content. Et nous, je n'ai jamais entendu la mairesse de Montréal dire « Les touristes, retournez chez vous, vous êtes source de problèmes. » Au contraire, vous êtes les bienvenus. Et en silence, derrière, hein, parce qu'on n'a pas à partager ça en public, on s'assure que la trame d'Airbnb ne prenne pas le contrôle. Et au final, ça participe avec la taxe d'hébergement qui est versée par Airbnb sur le Québec. L'an dernier, c'est 8 millions de dollars. C'est pas beaucoup à une certaine échelle, mais 8 millions de dollars de revenus qui est réinvesti par les associations touristiques. C'est fabuleux, les offices de tourisme. Non, mais sur ce sujet, on voit bien que ça avance, c'est clair. Les villes prennent des décisions avec Airbnb, avancent sur la régulation. Il y a un vrai besoin. Le gros problème, il est toujours le même. Il est sur les multipropriétaires qui vont investir dans les villes et qui vont récupérer derrière des logements qui étaient pour les habitants et que derrière, ils vont faire du fric derrière. Après, et ça aussi, ça se règle. Mais ça se règle, ah oui. Complètement, ça se règle et ça se régule. Après, bien sûr, Airbnb a une puissance énorme. Ils ont je ne sais pas combien de lobbyistes. Quand tu vas les voir, tu discutes surtout avec des mecs, des lobbyistes et qui ne sont pas des gens qui travaillent sur la technique, ils travaillent juste en fait sur ça. Mais ça se règle et je pense que de plus en plus, aujourd'hui, on voit que ça avance.
la récupération de la taxe de séjour, etc. Donc c'est plutôt positif. Et après, faut pas se leurrer, hein, c'est des lits touristiques hein, pour le développement touristique d'un territoire. Une ville qui se coupe complètement demain en disant moi j'arrête tous les Airbnb chez moi, ouais, ça va faire un impact négatif en termes de retombées économiques locales, quoi. Parce qu'on ne peut pas compenser tout par de l'hébergement marchand classique. Mais il faut trouver l'équilibre. Airbnb aujourd'hui coupe pas le discours. Ils sont plutôt bons en négociation, quoi. Ça c'est certain. Mais derrière, il faut avoir de la régulation et trouver cet équilibre-là. Mais on peut pas. Je pense qu'il ne faut pas interdire Airbnb dans les villes. Le problème, il est surtout sur les multipropriétaires parce que ça crée de l'inflation et ça, c'est une vraie problématique pour les habitants derrière. Et ça pousse derrière les habitants à gueuler au bout d'un moment parce qu'ils n'arrivent plus à se loger, quoi, tout simplement. Peut-être que le problème aussi est sur la diversification des hébergements qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, les lits, c'était de l'hôtel. Aujourd'hui, en effet, on parle de Airbnb, on a de l'appart-hôtel, du gîte, de la chambre d'hôte. Donc, c'est aussi arriver à réguler tous ces acteurs et tous ces particuliers qui, finalement, vont fournir des lits. Et donc, en effet, plus il y a de lits, plus les gens vont venir. Et donc, qui dit surfréquentation, dit à un moment donné aussi over-tourisme, entre guillemets. Ce qu'on a peut-être perdu de vue, c'est qu'effectivement, on est face à une révolution numérique que l'on n'a pas vu venir tout de suite dans le tourisme, mais qui a touché tout le mouvement Uber, les taxis, etc. Donc, dans différents domaines. Je veux dire, mais de la même manière, au 19e siècle, il y a eu des tas d'inventions qui ont fait qu'il y a une révolution dans les transports et ceux qui vendaient des calèches, eh ben, ils n'ont plus vendu de calèches. Hein, on est passé à autre chose. Voilà, pareil pour la machine à écrire et l'ordinateur. Donc, alors on peut rouspéter contre les ordinateurs ou les smartphones, bien évidemment, mais je veux dire, le rythme du progrès technique, de toute manière, continue et c'est très bien pour l'humanité, sauf qu'on doit, bien évidemment, avoir des dispositifs de régulation qui existent. La Commission européenne a un problème avec les GAFA. Voilà, effectivement, ben, ça y est, il y a des procès, il y a des choses qui se passent et qui font qu'on demande aux GAFA aujourd'hui de mettre la main à la poche dans certains pays. La difficulté, je pense, essentielle, c'est ce qu'a dit Guillaume, c'est effectivement, lorsqu'il y a les multipropriétaires, c'est le paracommercialisme informel. Tant qu'on est dans le marchand, la déclaration, etc., la loi le permet, les gens font ce qu'ils ont à faire, ça crée même une offre complémentaire. Moi, je pense au milieu rural, par exemple. Mais évidemment que les hôteliers sont pas contents. Chez moi, les hôteliers sont pas contents sur le littoral parce qu'ils ont fait des investissements et qu'à côté, il y a des logements qui sont loués de manière informelle. Là, moi, je suis de leur côté, je dis c'est vrai. Voilà, il faut faire quelque chose de paracommercialisme. De cette manière-là, c'est pas possible. L'économie informelle, elle est mauvaise pour la destination. Ça crée à terme de la destination low cost. De toute manière, on tire tout vers le bas. Tout est informel et on tire vers le bas. Mais ça, c'est valable aussi dans le domaine de la production industrielle physique. Voilà, on crée de mauvais produits, on crée des pièces détachées de Boeing qui sont effectivement faits par des pays et qui coûtent 3 fois moins cher, mais sauf que les avions se plantent. Bon, voilà. Donc, le low cost, c'est pas bon, ça tire vers le bas. L'informel, c'est pas bon, ça tire vers le bas la destination. L'idée, bien évidemment, c'est de faire remonter tout ça en surface avec de la déclaration, avec des cadres formels. Bon, ça me paraît aussi, je dirais, faire partie d'un mouvement général qui est lié à cette transition numérique. Et encore une fois, eh bien, l'homme et le monde touristique doivent s'adapter à ces évolutions-là, trouver les cadres et les moyens de fonctionner sur les territoires qui permettent effectivement d'avoir un tourisme qui soit équilibré, durable, respectueux des identités, respectueux du patrimoine. Et je crois que si nous sommes dans des salons de ce type, comme In 2 Days, c'est effectivement pour trouver et identifier des solutions innovantes qui vont nous permettre de dépasser ces contraintes et de faire des contraintes, de les transformer en atouts. C'est véritablement ça l'enjeu essentiel du tourisme du XXIe siècle. On ne peut pas non plus empêcher les gens de circuler. Ça me paraît évident. On va conclure parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on conclue par une phrase de conclusion de chacun. Paul, on commence par toi. Une seule phrase de conclusion sur le sujet. Commence par toi. Je suis pas capable. Madame, allez-y. Moi, ma phrase de conclusion, c'est je pense sincèrement qu'on doit changer de métrique aujourd'hui. Je suis persuadé que ça va passer par là. Là, je suis en train de discuter avec la ville de Paris pour expérimenter potentiellement un indice de performance touristique
qui va intégrer derrière en fait d'autres aspects. Je me base un peu sur les travaux sur la comptabilité triple capital, etc. Et je pense qu'il y a des trucs à creuser là-dedans. Donc on va essayer d'expérimenter ça avec des villes européennes, dont la ville de Paris. Et je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à creuser là-dedans, parce que juste des métriques financières et économiques, ça nous envoie dans le mur au bout d'un moment. Donc il faut qu'on intègre d'autres éléments là-dedans, qui sont le bien-être des habitants, la question climatique, la question de la capacité de charge du territoire, etc. Ma phrase, je l'ai trouvée. Vous avez entièrement raison quand vous dites la transition numérique, la transition qu'on a connue actuellement est la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Il y a eu d'autres révolutions industrielles et d'autres révolutions. Celle-là est arrivée rapidement. Et on voudrait, dès qu'un problème arrive, que la solution soit trouvée et mise en application. Il faut laisser le temps. Je regardais tout ce qui est le développement du tourisme durable dans le tout inclus, par exemple. Il y a un travail fabuleux qui a été fait avec le Conseil mondial du tourisme durable, mais ça a été un travail sur 10 ans et les résultats vont se voir dans les 10 prochaines années. On ne peut pas espérer, parce qu'on découvre un problème, que la solution sera découverte et mise en œuvre. C'est notre impatience, peut-être, qui est propre à notre époque actuellement, où on veut des réponses immédiates, on retrouve tout, les informations. Je pense qu'il faut accepter le fait que cette révolution est arrivée de façon rapide, la plus rapide de l'histoire de l'humanité, et que ça prendra un peu plus de temps à trouver les mécanismes pour, comme vous le dites, transformer les contraintes en opportunités. Alors moi, 3 mots peut-être, très rapidement. En tant que politique, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur un territoire donné, on doit être en capacité d'identifier et de co-construire les valeurs que l'on veut défendre ensemble. Avant de critiquer les touristes ou d'avoir peur de tout le monde, il faut savoir ce que l'on veut mettre en avant, ce que l'on veut préserver, ce que l'on veut se mettre d'accord là-dessus, c'est-à-dire sur le socle commun. Ça me paraît évident. Ensuite, en tant que, présidente de l'Agence du tourisme, mais aussi fortement impliquée dans la régulation des flux, il faut qu'on utilise fortement les nouvelles technologies, non pas comme une contrainte, mais comme un atout pour réguler les flux, pour faire de l'observation, pour avoir en temps réel, pour faire de l'info, pour faire du data mining, pour combiner toutes ces disciplines et arriver justement, en innovant, à réguler les flux pour une expérience touristique la plus agréable possible, et pour le touriste, et pour le résident. Enfin, à titre personnel, oui, on peut tout mettre sous cloche et vivre comme vivait mon grand-père berger dans les montagnes corses. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Ça, c'est le premier point. Il y vivait très bien, etc. Mais je préfère la vie de ma fille, qui a 14 ans, qui a fait déjà le tour du monde, et qui est hyper connectée, qui est heureuse, et qui fait des tas de choses, et qui va à la rencontre du monde entier et des peuples sur cette terre. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer. Le tourisme, c'est quand même de la rencontre. Merci. Moi, si j'en avais une à dire, je vais prendre ma casquette organisme de formation et je dirais rapidement que c'est apprendre à travailler tous ensemble avec des nouveaux acteurs qui arrivent tous les jours et arrêter de leur taper dessus en disant qu'ils sont mauvais et qu'ils vont faire du mal aux autres. Il faut juste arriver à travailler ensemble. Voilà.